dis à votre collègue qui a organisé la soirée, qui a présenté la soirée, je ne suis pas une spécialiste d'histoire du travail, je suis plutôt, si jamais, une spécialiste, si on peut parler de spécialisation d'histoire ouvrière. Donc c'est quand même notre approche. Mais le sujet m'intéressait beaucoup et donc j'essaie de réfléchir là autour par rapport aussi, vous le verrez, à un travail que j'ai fait autour de quelques témoignages d'ouvriers. Alors, je crois que, bon, si vous avez choisi ce thème, c'est aussi parce que la réflexion sur le travail est revenue en force, à la fois dans les débats de société et dans le monde de la recherche, heureusement, je dirais, après surtout en histoire, quelques années un peu comme ça en marge. Et les discussions touchent à plusieurs questionnements, la place du travail dans notre vie, les formes et les conditions du travail, les mutations de notre rapport au travail. Donc les points, les angles d'approche sont différents. En suivant la trace qui m'a été proposée par votre collègue lors de notre échange mail, j'avais pensé tout d'abord de développer cette présentation en partant directement de quelques études des cas en bonne historienne. Donc je me disais, ah oui, je vais leur proposer quelques études de cas helvétiques et puis on va discuter là-dessus. Et c'est ça un peu que j'ai annoncé dans mon descriptif. Eh bien non. J'ai réfléchi ultérieurement, je ne sais pas si j'ai bien fait, vous me direz à la fin, mais en regardant le cycle de conférences dans son ensemble, j'ai pensé qu'il fallait au moins que j'ancre ces aspects plus ponctuels, donc ces études de cas, ces aspects un peu reliés à la Suisse, dans une mise en contexte qui puisse offrir des pistes non seulement sur les mutations positives ou négatives, à vous de voir ce soir dans la discussion du travail, mais surtout sur comment l'importance du travail, donc sa valeur, est devenue consensuelle dans le discours dominant, au point tel que c'est sur le travail que l'on évalue une société, sa crédibilité économique et sociale. Je pense que c'est quand même important de dire quelques mots là-dessus. J'ai donc pensé cette présentation en 3 volets. Tout d'abord, comme je viens de l'énoncer, une brève présentation de la réflexion sur le travail dans la société. Une deuxième partie qui essaye d'esquisser quelques mutations dans le monde du travail. C'était un peu les questions que vous m'avez posées, donc comment le travail a changé, etc. Et il y avait une question qui me paraissait tout à fait intéressante, qui était celle, la réflexion sur le ton. Et donc j'ai pris le ton comme, disons, moment de mon deuxième partie d'exposé, et bien sûr, en bonne historienne et empiriste, à la Thomson, je dirais, une troisième partie dans laquelle je vais vous présenter des sources audiovisuelles. Je travaille depuis quelques années désormais sur l'histoire audiovisuelle du contemporain, donc je travaille beaucoup avec les audiovisuels et avec l'histoire orale. Et donc j'aimerais bien vous présenter des témoignages, si j'ai la possibilité de, disons, témoignages différenciés, des témoignages qu'on peut retrouver dans les sources télévisuelles. Je ne vais pas là entrer dans la critique des sources, les problèmes que cela pose, ce n'est pas donc le but de ce soir, mais en tout cas des témoignages qui touchent à l'usine de Bas-Iril, qui a été mise en place en 1950, qui a été délocalisée en 2002 en Pologne, et avec, disons, une catégorie d'ouvrières particulière. Et par la suite, j'aimerais bien vous proposer des témoignages sur la grève de l'usine CFF à Bellinson qui a été menée en 2008. Et à partir de là, on a eu un projet de récolte de témoignages. À mon sens, ces sources synthétisent un peu tout ce que je vais vous dire en amont, et puis elles permettent de lancer une discussion autour des changements du travail. Elles sont bien sûr des sources, disons, de travail industriel, mais j'ai l'impression que ces aspects-là touchent à tout autre travail et que donc on peut faire une réflexion plus large là-dessus. Donc j'entre donc dans la première partie et donc comment le travail est devenu une valeur, et je pense que c'est utile de rappeler que le débat des idées autour du travail est très ancien, mais que l'économique devenant bientôt une des formes privilégiées pour penser la relation entre l'homme et la société, le travail se trouva assez vite au centre de cette réflexion.
il est aussi important de relever que la définition du concept travail est loin d'être partagée parmi les contemporains. Il me paraît donc opportun qu'à côté d'une définition que je définirais opératoire de base, telle que celle donnée par Margaret Maruani, qui définit le travail, et je cite, une activité de production de biens et de services et l'ensemble des conditions d'exercice de cette activité. Il me paraît opportun, donc, je disais, que l'on prenne en considération aussi les autres approfondissements, et notamment celui qui était bien controversé de Dominique Méda, qui, tout en plaidant pour un changement de paradigme de la société, parle de crise du concept du travail due à une superposition de différentes significations du travail qui se sont empilées et qui divergent entre eux. Bref, la question est complexe, chauffe les esprits, donc on verra peut-être par la suite si cela est le cas aussi ce soir. Les regards idéologiques sur le travail sont différents, les approches disciplinaires aussi, ainsi que fortes ont été et sont les divergences là autour. Comme je disais, je ne suis pas une spécialiste d'histoire du travail et je ne suis non plus une spécialiste d'histoire des idées. Donc j'aimerais quand même me limiter ici à poser quelques éléments utiles, me paraît-il, pour une meilleure compréhension de l'objet. Premièrement, le terme de travail a trouvé son unité conceptuelle tardivement au XVIIIe siècle par le biais du droit, de l'économie et de la philosophie. Et dès lors, le travail devient abstrait, détachable et marchand. Ce sont des aspects qui me paraissent tout à fait importants. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie en gros que le travail fut de plus en plus conçu non seulement comme moyen de subsistance, en lien toutefois assez vite à des prescriptions morales, mais qu'il devient dans le discours dominant un facteur de production et source de valeur. Derrière le lien entre valeur et travail, l'on retrouve, je pense que c'est assez compréhensible, des enjeux idéologiques forts tels que les liens sociaux, la stabilité sociale, les constructions identitaires individuelles et collectives. Et votre collègue vient juste de faire un exemple en disant, ben voilà, lorsque on rencontre quelqu'un, la première chose qu'on lui demande, c'est qu'est-ce que tu fais comme travail. Voilà. Donc, en effet, là autour, il y a des enjeux forts de la société. Et c'est autour aussi de cette juxtaposition entre valeur et travail qui conduit à penser le travail comme constitutif de l'homme et donc de son humanité, que le débat s'est rallumé en croisant en critique, défense et justification sur différents plans d'analyse. C'est un aspect qui me paraît quand même important à évoquer. Il y a un deuxième aspect qui me paraît important à relever au début, c'est que ce cycle de conférences propose de parler du travail, sujet immense, dans une situation spatio-temporelle définie qui évoque le ou les capitalismes, la dépendance et l'économie du marché du 19e, 21e siècle. Ou plus en général, on pourrait dire qu'il évoque les systèmes qui mettent la production, voire le productivisme, au centre de leur réflexion théorique et de leurs enjeux. Là encore, ce n'est pas le but de cette présentation d'approfondir ces aspects, mais il s'agit plutôt d'historiciser le concept. Car en parlant du travail, on parle aussi de rapports de force historiquement déterminés, on parle aussi de déterminantes économiques, idéologiques et institutionnelles qui soutiennent les relations entre capital et travail, et on parle nécessairement des aspects d'exploitation et de subordination du travail dans la société. Il y a un troisième aspect que j'aimerais rappeler, c'est que, et c'est le dernier pour cette première partie, malgré l'opposition de mouvements ou de groupes qui ont été quand même toujours plutôt marginaux, il y a un consensus pragmatique qui s'est établi le long du XXe siècle autour de la valeur du travail. Cela n'est pas un hasard, me paraît-il, qu'un des derniers volumes d'histoire des syndicats s'appelle « La valeur du travail ». C'est l'histoire, l'ouvrage paru en 2006 sur l'histoire des syndicats ralliés à l'Union syndicale suisse, et le titre est ça, « La valeur du travail ».
Et si on regarde dans l'introduction de cet ouvrage, on ne trouve pratiquement pas d'explication de ce titre, à démonstration du consensus sur le travail comme valeur sociale et individuelle. Et donc le travail devient une valeur consensuelle et par conséquent un devoir, et qui dit devoir dit aussi aspect moralisateur sous-jacent. Bref, pour moi c'était important de poser ces quelques questions parce que lorsque nos yeux observent la question du travail, nos pieds sont posés sur ce socle culturel. Et on peut bien entendu le partager, au vouloir s'en défaire, etc. Mais dans le cas, il faut en être conscient. Et donc je pensais que c'était quand même important de parler de cet aspect. En contrepartie de cette vision partagée du travail, qui correspond aussi, et ceci me paraît très important, au passage du mouvement ouvrier d'une vision révolutionnaire à une attitude réformatrice, on développa les discours et les pratiques de celles que l'on considère la résolution de la question sociale. Alors on peut définir la question sociale comme, en résumé, l'ensemble des rapports conflictuels entre classes sociales qui avaient conduit la société du XIXe siècle à s'interroger, je dirais, dans l'urgence et le désarroi sur les changements révolutionnaires en acte. Et si on part de ce que Robert Castel a appelé l'avènement de la société salariale, on développa le droit du travail, les réformes sociales, les politiques publiques et donc tous ces, disons, aspects qui entourent à niveau institutionnel la question du travail au XXe siècle et aujourd'hui. Et je pense qu'au XXe siècle, tout s'est joué autour de ce do ut des entre les différents acteurs sociaux. Et dans cette confrontation, le plein emploi est devenu un peu l'horizon partagé de ces tensions. Un horizon partagé qui n'a été jamais atteint, je dirais. Dans ce passage, moi aussi j'ai changé de terme, je suis passée du terme de travail à celui de l'emploi, qui sont deux choses différentes, mais je vais y revenir par la suite. Donc, l'articulation de ces différents facteurs évoqués me paraît-il bien exemplifiée par ce qu'on a appelé le compromis fordiste, qui se voulait simultanément favorable à la croissance et à l'emploi. Je rappelle, là encore au sens premier, disons d'une façon un peu abrégée et nécessairement un peu simpliste, que le Fordisme, modèle d'organisation d'entreprise développé par Henry Ford au début du XXe siècle et qui découle de l'organisation scientifique du travail, dont le Taylorisme est le système le plus connu, mais pas le seul. Le Fordisme et son compromis vertueux se basait sur l'idée que pour devenir consommateur et donc favoriser le développement économique, le travailleur devait avoir un plein emploi, un emploi stable et un salaire correct. Taylor parlait de juste salaire, et alors juste salaire, salaire correct, disons, ça peut être très arbitraire. Je rappelle aussi que ce compromis ne prenait pas en considération d'autres formes possibles de cogestion ou de codécision entre travailleurs et dirigeants, et qui d'ailleurs, ce compromis n'a pas fait disparaître différentes formes de précarisation. Les questions de genre l'ont bien mis en évidence, je y reviendrai par la suite avec un petit exemple, ni de segmentation de l'emploi et non plus du marché du travail. Par contre, à travers des expériences d'organisation comme celles que je viens d'évoquer et qui vont changer complètement le monde du travail, le consensus se cristallise autour du travail en tant que bien intangible des sociétés contemporaines et l'activité laborieuse devient l'expérience sociale centrale. Cet aspect permet, à mon sens, de nuancer l'idée d'opposition forte entre patronat et mouvement ouvrier,
En effet, comme je viens de le dire, les syndicats adhèrent pleinement à l'identification au travail. Et la paix du travail en Suisse en est, à mon sens, un très bel exemple. J'y reviendrai si jamais par la suite. La paix du travail qui se développe à partir des années 30 et qui est remise en discussion au moins par la presse, disons une semaine sur deux, à dépendance de ce qui se passe. Si vous regardez Le Temps, c'est très intéressant. Vous entrez sur le moteur de recherche du Le Temps et puis vous cherchez la paix du travail, vous verrez qu'il y a la paix du travail tout le temps en question. Donc, ce qui pour moi c'est important, c'est que ce n'est pas sur le travail en effet qui se déploient les luttes et se définissent les compromis, mais c'est sur l'emploi. Et pour une première définition, je vais me référer de nouveau à Margaret Mariani, qui n'est pas d'ailleurs une historienne, une sociologue, mais c'est toujours utile d'avoir des sociologues pour les définitions. Et je cite ce qu'elle donne comme définition: l'emploi est l'ensemble des modalités d'accès et de retrait du marché du travail, ainsi que la traduction de l'activité laborieuse en termes de statuts sociaux. En quelque sorte, je dirais que l'emploi est la forme qui a pris le travail dans la société salariale. Et surtout, depuis les années 40, on entre surtout dans des débats qui ne touchent pas au travail, mais qui touchent surtout l'emploi, le besoin de l'emploi, la création de l'emploi, les règles et les conditions de l'emploi, etc. C'est donc sur l'emploi que l'on va construire le socle des droits et des protections sociales. Et c'est donc sur l'emploi que l'on développe les luttes des travailleurs et des travailleuses, surtout dans la deuxième partie, non, pas seulement dans la deuxième partie du XXe siècle, le long du XXe siècle, je dirais, sur différents aspects. J'ai pris, comme je vous disais, le temps comme point, disons, de départ pour une première discussion autour du travail. Et donc j'entre dans la deuxième partie de mon exposé. Je vais assez vite en effet parce que j'y tiens à vous passer mes témoignages et parler avec vous de ça. Parce qu'il n'y a rien que, voilà, que des sources de ce genre qui peuvent relancer la discussion. Donc, je disais, j'ai décidé d'aborder les questions que vous m'avez posées qui sont d'ordre qualitatif par le biais du temps du travail. Le lien entre temps et travail a différentes déclinaisons. J'aimerais en toucher trois. La durée et la répartition, le rythme et les trajectoires dans le monde du travail. À mon sens, une première articulation entre ces différents aspects du temps nous permet déjà d'aborder les mutations du travail qui s'étalent à géométrie variable le long du XXe siècle jusqu'à nos jours. Et je pense que c'est important de réfléchir au fait qu'elles sont à géométrie variable et que donc il n'y a pas ni un climax qui monte, ni qui descend, ni une vision téléologique des mutations du travail. Avant d'entrer dans ces trois aspects ponctuels, j'aimerais quand même relever deux éléments. Tout d'abord, la gestion du temps n'est pas seulement à la base de la réorganisation du travail contemporain, mais aussi un moyen de contrôle majeur sur les travailleurs. Ensuite, si cela a été possible, c'est que la discipline du temps, comme elle a été définie par Max Weber, a été intégrée à travers l'éthos, c'est-à-dire à travers la culture du temps qui était transmise par les institutions. Alors là, c'est l'historien du culturel qui revient tout le temps, mais notre interprétation du temps, le temps précieux, le temps gaspillé, le temps au travail, le temps du travail, est profondément ancré dans la culture du temps qui nous a été transmise. Et donc là aussi, lorsqu'on discute de ces aspects, il faut bien être conscient qu'on a quand même un héritage. Alors, pour ce qui est de la durée et de la répartition du travail, je trouve, disons, la différenciation que Edward Thompson a fait assez intéressante. Thompson, déjà en 1967, partage, disons, ou dit qu'il y a un point de rupture clair dans la différenciation du travail quand on passe de la tâche à la montre.
c'est-à-dire quand l'estimation du temps n'est plus déterminée par ce qu'il y a à faire, mais quand les activités du travail sont comptabilisées en unités de temps monnayables. J'ouvre et je ferme une parenthèse. Dans les témoignages, vous verrez que quelqu'un parle de ça. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, les temporalités changent. Comme quoi, on a l'impression que le temps de la tâche, c'était hier et pas au 19e siècle. Donc, la perception subjective est très intéressante. Ce passage, en tout cas, se concrétise à travers l'application de l'eurométrie, qui est l'art de diviser et de partager le temps. Et cette vision de Thomson, il faut dire, elle a été nuancée et même contestée par d'autres chercheurs. Mais pour ma part, je la trouve plutôt intéressante, car elle nous permet d'entrer dans des questions centrales, à la fois de l'organisation du travail et des luttes des travailleurs et des travailleuses dès le 19e siècle. De plus, comme je viens de vous dire dans ma parenthèse, elle est aussi un des éléments forts autour duquel se développe la perception du travail de la part du travailleur et de la travailleuse. En gros, si dans la première partie du 19e siècle, les ouvriers luttent contre l'eurométrie, par la suite, ils l'intègrent, mais ils luttent pour la régularisation du temps du travail. Donc, il y a un changement qui se fait. Et c'est une sensibilisation d'ailleurs qui touche un peu toutes les couches sociales, et notamment aussi les élites. Et on aura aussi les premières interventions de l'État à niveau de régularisation de ce temps du travail. Alors, il faut nécessairement évoquer le canton du Biarritz, qui était progressiste à niveau européen, comme on dit, et qui fixa dans une loi de 1848 une limite de 15 heures par jour, y compris la pause du midi. Et ceci dans la filature, qui était une des premières entreprises qui a vu un petit peu la mise en place de ces réglementations. Donc, dès la première loi fédérale sur les fabriques, vous voyez que j'entre quand même un petit peu dans la Suisse maintenant, qui date du 1877, la question de la durée du travail est centrale. On a tout d'abord les 59 heures hebdomadaires, on va par la suite passer à des luttes pour les 46-50 heures dans la deuxième partie du XXe siècle, pour arriver théoriquement, et j'insiste, théoriquement, dans les contrats à une moyenne d'environ 42 heures par semaine, avec un aspect qui me paraît fondamental pour la réflexion sur, disons, les mutations du travail, qui est la question du dédommagement pour les heures supplémentaires, ce qui évoque nécessairement la question du salaire du départ. Mais il y a aussi une autre question qui touche à cette durée, qui est la répartition du temps, qui est un aspect très important. Les pauses, pensons tout simplement au fait qu'autrefois il y avait la pause de 2 heures, puis on a eu la journée anglaise, puis moi je mange devant mon PC en général, je ne sais pas vous, donc voilà, on a quand même des changements qui ont été faits. On a les vacances, qui étaient une lutte fondamentale au milieu du XXe siècle. On a le repos dominical et le travail de nuit. Et là-dessus, on voit bien qu'à niveau politique, encore maintenant, se créent des tensions, se développent des enjeux politiques, économiques, et se déploient même des chantages, je dirais. Donc on voit que là encore, nous sommes en train de réfléchir à ces répartitions du temps. Un autre aspect qui me paraît important, c'est que sur cette répartition du travail, on peut, disons, vérifier la mise en place de certaines différenciations entre salariés. Si je prends un exemple, la question du travail de nuit, la loi de 1877 interdisait aux femmes de travailler la nuit. L'analyse genrée de ces clauses protectrices pour les femmes a bien montré qu'il s'agissait surtout de rendre compatible le double rôle des femmes, donc ouvrières et ménagères, et donc en quelque sorte cette loi a cimenté la construction dominante de genre. Et c'est un des nombreux exemples de compromis entre institutions, monde économique et mouvement ouvrier
au détriment de certains groupes sociaux qui va imprégner le marché du travail jusqu'à nos jours. Et c'est aussi pour cela que j'ai parlé au début de mon intervention de mutation à géométrie variable dans le monde du travail, car l'acquisition des droits ne se fait pas en même temps pour tout le monde. Par contre, je dirais que malheureusement, la perte des droits en général se fait assez vite et transversalement pour toutes les catégories. On assiste depuis les années 80 à un effet de redéfinition, disons une redéfinition de ce qu'on peut appeler le pacte social. Alors, tout d'abord, on a une introduction d'une nouvelle variable très importante, la flexibilité, qui a conduit à changer aussi des règlements et des lois. Pensons par exemple à la nouvelle loi du travail, élaborée en 1998 et appliquée dès 2000, qui est passée du calcul des heures par semaine à un calcul des heures par année. Et donc c'est clair qu'il y a une flexibilisation intéressante. Ou encore, je reviens sur le travail du dimanche que j'ai évoqué, et donc là, les votations nous montrent tous les enjeux. Ou encore, un aspect très fort, le développement du temps partiel et surtout des contrats d'emploi qu'on dit atypiques, donc les contrats avec limite temporelle, etc., etc. C'est-à-dire des contrats qui ne sont pas dans le cadre d'une convention collective du travail. D'ailleurs, je relève que les conventions collectives du travail touchent en Suisse environ 40% des travailleurs, pas plus. Et donc, ce sont aussi des emplois qui ne sont pas à temps indéterminé. En synthèse, si au début du 19e siècle, l'horloge avait introduit une plus nette distinction entre travail et loisir, et l'application de l'eurométrie avait permis une comparaison plus claire entre les travailleurs et donc avait aussi permis que les salariés s'organisent pour améliorer et revendiquer des améliorations du travail, la tendance actuelle est celle de passer d'une durée égale pour tous à une durée individualisée et donc plus difficile à maîtriser à niveau de défense du travailleur. De plus, la flexibilisation, qui souvent est accompagnée par une précarisation, semble conduire à une accélération des temps du travail. Et j'arrive là à la dernière question, qui est celle des rythmes. La modernisation a souvent été utilisée pour mettre en place des formes d'organisation qui engendrent une forte pression temporelle. Par conséquent, si on parle des rythmes, nous devons nécessairement parler de rationalisation du travail. Et lorsqu'on parle de rationalisation du travail, on pense en général au système tayloriste. Mais à mon sens, il est quand même plus intéressant de penser à toutes les théories d'organisation et rationalisation du travail qui se développent entre la fin du 19e et le début du 20e siècle, comme réponse au questionnement de l'époque qui touche aux modalités de salaire de l'ouvrier et notamment aux modalités de salaire aux pièces, en lien donc avec la nécessité d'augmenter la productivité. Le résultat, en bref, c'est que l'on se donne l'objectif de passer de l'ouvrier rémunéré en proportion de ce qu'il produit, on appelle l'ouvrier marchand de son travail, et à l'ouvrier qui doit atteindre le niveau de production fixé par l'entrepreneur, donc avec une stimulation de la part de l'entreprise. Ce qui est encore une fois important de comprendre, c'est que derrière cette théorie, il y a une discussion sur le statut du travail dans la société. Et dans ce cas, comment se garantir que l'ouvrier fournit bien la juste tâche. La proposition gagnante, et nous on est quand même enfant de cette proposition, sera la mesure scientifique du travail, coupée en morceaux pour pouvoir mieux le chronométrer. C'est une conception additive de la production qui va en quelque sorte essayer d'effacer les temps morts. Et là encore, dans les témoignages, on verra un peu la perception de ces temps morts. Cette doctrine rencontra un succès considérable, tant en Europe occidentale que dans les autres pays. Et elle va susciter aussi en Suisse, bien entendu, un vif intérêt déjà à partir de la fin de la Première Guerre mondiale.
transversalement aux différents acteurs, donc y compris les cadres syndicaux qui s'intéressent à cette application. L'application de ces systèmes par la suite a été différenciée dans les différents travaux, dans les différentes entreprises, etc. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'elle a imprégné les esprits et donc on retrouve ces aspects dans toutes les théories successives. Dès lors, les buts sont une meilleure exploitation du travail humain, la formation et la formalisation de cadres dirigeants qui haussent les cadences et qui rationalisent le travail. Enfin, un contrôle sur le travail de plus en plus intransigeant. Ce modèle de contrôle, d'ailleurs, sort du cadre des entreprises pour se développer dans l'optique d'un contrôle social et politique. On le voit dans les années 30, la période de l'entre-deux-guerres, mais il serait opportun de réfléchir aussi, à mon sens, sur la longue période. Ce qui nous conduirait très loin à réfléchir sur la relation entre forme de travail et démocratie. En bref, paternalisme et autoritarisme patronal et organisation centrifuge se trouvent en cette première période du siècle en bon allié et ils vont donc changer pas mal le système de régularisation du travail. Le prolongement du taylorisme et de ces systèmes de rationalisation n'est rien d'autre que le management et ses dérives qu'on a, disons, au moins depuis les années 80. C'est-à-dire, là je serai un peu critique, l'application hypercentriste de certaines théories. On le voit bien par exemple avec le Kaizen. Le Kaizen, qui signifie en japonais amélioration continue, implique une amélioration douce, graduelle, assez souple pour permettre des adaptations et surtout, chose hyper importante, qui nécessite la participation de tous les acteurs, du directeur aux ouvriers sur le socle du bon sens. Ce n'est pas comme ça qu'elle a été appliquée. On voit bien que où le Kaizen a été appliqué en Suisse, par exemple, on parle d'une réorganisation plutôt brutale dans la vieille optique de rationalisation, de mise en place de cadres intermédiaires et donc de changements qui n'ont rien à voir avec cette idée de base. En suivant et en étudiant ces théories, les enquêtes sur les conditions au travail montrent dans les dernières années une densification des rythmes du travail. Ce sont en général des enquêtes de sociologie ou de psychologie du travail qui ont travaillé là-dessus. J'aimerais bien quand même terminer, même si en vitesse, sur les trajectoires. Les études menées sur le travail nous montrent clairement qu'il y a des fortes différences à plusieurs niveaux dans les trajectoires. Je reprends la question du genre, qui m'est chère. Mais on vérifie, bien entendu, là, la gestion du temps différencié. Donc le temps de l'emploi et les autres temps sociaux ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Mais en effet, on peut vérifier ça à plusieurs niveaux. Si on ajoute d'ailleurs la variable telle que l'origine sociale ou l'origine géographique, là on voit vraiment les différentes questions, disons, de formation et effective ou de statut d'emploi qui se mettent en place. Mais je n'entre pas dans ces, disons, détails d'analyse. Plus en général, et c'est ce qui m'intéresse, compte tenu de la question du début que vous avez formulée, c'est qu'on voit dans les dernières décennies la séquence temporelle biographique, formation, travail, retraite, qui rythmait en quelque sorte les parcours de vie, changer complètement, ou en tout cas changer pas mal. En premier lieu, on est confronté à l'impératif de la formation continue, à laquelle paradoxalement s'accompagnent les chômages de longue durée et le développement massif des formes atypiques d'emploi, et donc des formes de précarisation de plus en plus présentes, qui montrent clairement un changement aussi des modes de gestion des main-d'œuvre de la part des entreprises. Alors, je ne suis pas nominaliste nécessairement, mais on parle maintenant de ressources humaines. Moi, c'est très intéressant ce terme, mais il faudrait vérifier depuis quand on l'utilise et comment. La gestion des ressources humaines me laisse quand même, disons, un peu.
Voilà. Donc, en conclusion de ces deux premières parties, toujours parce que j'aime bien vous montrer les témoignages, j'y tiens, la question principale que vous m'aviez posée était en quelque sorte, y a-t-il un empirement du monde du travail? Bon, de ma part, j'ai essayé de vous esquisser quelques éléments de réponse dans mes propos. À ces éléments, j'ajouterais que la perception des conditions du travail sont aussi la conséquence du rapport entre conditions externes et conditions internes du travailleur. Le travailleur n'est pas que dans son travail comme dans une boule, mais il a des comparaisons tout le temps entre ce qui se passe à l'externe et à l'interne. Ça m'est venu comme ça à l'esprit cet exemple, mais il y en a bien d'autres. En général, c'est les conditions de vie, bien entendu, mais en travaillant un peu sur les questions de l'éternité, donc de la dangerosité du travail, etc., on voit bien que la prise de conscience d'un travail dangereux est aussi fruit d'une prise de conscience de la société par rapport à un phénomène. Et que donc, le travailleur en tant que tel commence à faire une réflexion. Donc, la même chose pour les conditions de vie à l'extérieur du travail. Mais en tout cas, les évolutions des dernières décennies rompent clairement avec un processus commencé à la fin du XIXe siècle et accéléré après la Deuxième Guerre mondiale. Un processus qui était de régulation institutionnelle, régulation politique et démocratique du travail. La question du caractère marchand du travail est à nouveau posée, on le voit bien dans le débat de société dans les dernières années, et je pense que nécessairement on devra poser aussi de nouveau la question du caractère ou de la dimension non marchande du travail, pour questionner si jamais cette fameuse valeur qui est là depuis fort longtemps. Voilà pour ce qui était un peu mon introduction à ces témoignages. Comme je vous disais, je suis une empiriste et donc nécessairement je suis très intéressée aux sources. Et dans ce cas, je voulais vous proposer ces sources parce que je trouve qu'il y a là une synthèse de tous ces facteurs que j'ai essayé de vous évoquer, y compris la subjectivité, bien entendu, mais qui peuvent lancer des discussions. Comme je vous disais, je suis convaincue que même si là on est dans un cadre particulier, compte tenu de l'heure, je vais juste passer une des usines CFF de Bellinzone. Nous sommes dans un cadre un peu particulier que je vais vous décrire brièvement. En 2008, les usines CFF de Bellinzone ont lancé une grève. On lancé une grève parce que ces usines, on avait décidé de les fermer. Et en effet, cette grève a, disons, eu le soutien de toute la population pour toute une question qui ne touche à rien au mouvement ouvrier, je dirais, mais plutôt à des questions identitaires régionales que je ne vais pas évoquer ici parce que ça ne touche pas à notre sujet. Mais en tout cas, on a eu le groupe de travail que je coordonne a eu la possibilité de suivre cette grève et donc de récolter en temps réel les matériaux de la grève. Et par la suite, on a lancé un projet de récolte de témoignages. Ce sont 70 témoignages d'environ 2 heures l'un, des ouvriers en général, de quelques personnes aussi qui ont participé à la grève. Ce qui nous intéressait, en effet, au début, c'était récolter les matériaux de la grève. Et puis on s'est aperçu que ces témoignages parlaient du travail et pas vraiment de la grève. La grève, c'était un événement. Et en effet, ces gens étaient en train de parler des changements du travail, de la réorganisation du travail, de comment eux, ils ont perçu cette fameuse mutation dont on aimerait parler ce soir. Alors, nous sommes dans un cadre assez particulier. Les ouvriers des chemins de fer sont en général des ouvriers qualifiés, en grande partie. Ils ont été aide-moi, en 2000, il n'y avait plus le statut de fonctionnaire. Merci, voilà. C'est gentil. Ils ont été des fonctionnaires. Donc, il y a voilà, toutes les questions à poser.
mais en même temps, c'est très intéressant ce qu'ils disent, et malheureusement je n'ai pas le temps, mais je vous conseille d'aller voir ce que les ouvrières de Iril en 1860 et en 1990, ouvrières immigrées sans formation, non qualifiées, ça revient un peu au même. Et donc, ça me fait penser qu'au moins, il y a eu un passage de catégorie entre 1860 et 2000.